Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans 24 heures en Alsace. 60 minutes d'actualité régionale chaque jour de la semaine en direct à 19h. C'est sur Alsace 20, on va parler d'argent sale, de lutte contre le blanchiment d'argent, contre la criminalité organisée en Europe et contre le terrorisme. Un important colloque a lieu demain à Strasbourg sur ce thème. Ce sera après le JT, on parlera sport bien sûr comme chaque lundi. Grosse page sport avec Marine Zis, on parlera football, au féminin notamment, hockey sur glace également, badminton, bobsleigh et oui, handball. Tout ça au menu du top sport de ce lundi soir avec la courte défaite de l'ESSAB notamment. Et bien sûr, Nicolas Riffel vous continue de vous faire visiter les cuisines d'Alsace direction Sainte-Marie-aux-Mines et la cuisine de Guillaume Ruche au menu truite mais aussi minster et huile d'olive. Si ça ne vous met pas l'eau à la bouche. On commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous. Et dans ce JT, comment aider les seniors dépendants à mieux s'alimenter et ainsi lutter contre la dénutrition dont souffrent certains. Le manger main est une des solutions expérimentées par un EHPAD strasbourgeois. Si vous randonnez dans le parc régional des Ballons des Vosges, vous croiserez peut-être des médiateurs de la nature. Leur rôle, sensibiliser les promeneurs à leur environnement pour mieux le protéger. Et puis ce matin à Échaud se tenait la finale régionale du concours, un des meilleurs apprentis de France, catégorie boucherie. Quand il devient difficile de manier la fourchette et le couteau, pourquoi ne pas simplement utiliser sa main ? Le principe du manger main est expérimenté dans certains EHPAD. Plutôt que de se faire nourrir, la personne dépendante et malade peut ainsi retrouver de l'autonomie et s'alimenter seule. Une façon aussi de lutter contre la dénutrition dont souffrent certains seniors. Reportage à l'EHPAD Les Mélèzes à Strasbourg, Camille Roland et Adeline Piron. Pas de fourchette, ni de couteau. Ici, on se sert avec les mains. Au sein de cet EHPAD strasbourgeois, les repas sont peu ordinaires. Les résidents s'alimentent eux-mêmes et sans couvert. Et pour ces personnes âgées, cette manière de manger a transformé leur quotidien. Le manger main, en fait, ça se présente sur un repas qui est mixé, plus gélifié. Donc ça, c'est sous forme de bouchée. Donc généralement, quand on le prescrit, forcément, c'est tout le menu. Donc le résident il pourra manger les mêmes choses que tout le monde dans l'EHPAD. On touche vraiment la spontanéité du résident, c'est-à-dire il fait comme il veut. S'il veut manger avec les mains, il mange avec les mains. S'il veut manger avec ses couverts, il mange avec ses couverts. Dans une société où manger avec les mains, c'est très tabou. Et c'est aussi le moment pour les familles de voir que ça peut aussi fonctionner de manger avec les mains et que c'est tout dans l'intérêt, que pour l'intérêt de leurs proches. Une façon pour les résidents de reprendre confiance en eux. Cet après-midi, la cuisinière a préparé un cake au citron, mais pas n'importe lequel. Elle introduit un gélifiant et moule le cake en petites bouchées pour que cela soit plus facile à prendre avec les doigts. Une façon surtout de prévenir la dénutrition. Jusqu'à 60% de personnes âgées en seraient atteintes dès leur entrée en EHPAD. Notre objectif, c'est que le nombre de ces dénutris diminue, et ça passe par une prise en charge comportementale, mais aussi nutritionnelle. Le manger main permet à la personne de garder de l'autonomie. Elle n'a plus besoin de quelqu'un à côté d'elle pour lui donner à manger. Elle va pouvoir manger à son rythme. L'alimentation va être plus facile pour la personne, c'est-à-dire qu'elle mangera plus volontiers puisqu'elle maîtrise un petit peu cette partie alimentaire. Lorsque les personnes âgées mangent à leur rythme et ne sont pas aidées, le rapport alimentaire spontané augmente de 25%. Ainsi, les patients qui utilisent le manger main reprennent progressivement du poids et surtout plaisir à prendre un repas. Ils veillent sur la nature, mais aussi sur les promeneurs. De médiateurs parcourent le parc naturel des Ballons des Vosges depuis quelques semaines. Leur mission, aller à la rencontre des randonneurs, qu'ils soient à pied en raquette ou en ski de fond, pour leur rappeler les bons comportements à adopter, notamment pour ne pas perturber la faune sauvage, un enjeu important surtout en période hivernale. L'été dernier, une opération similaire avait permis de toucher près de 1500 personnes. Fanny Kunz. Celui-là, on ne le voit pas souvent en jour, c'est nocturne comme animal.
Non, c'est pas un ours. Alors il a 5 doigts, hein, et donc c'est le blaireau. Voilà. Ces griffes, elles leur servent à ça, justement, à bien creuser. Sillonner les montagnes vosgiennes, c'est devenu le quotidien d'Agathe et Léo cet hiver. Équipés de leur matériel pédagogique, ces deux médiateurs, missionnés par le parc naturel régional du Ballon des Vosges, partent à la rencontre des randonneurs. L'occasion de rappeler quelques points de bonne conduite aux amoureux de sport de pleine nature. Objectif, qu'ils dérangent le moins possible la faune sauvage. Le parc a délimité plusieurs zones de quiétude sur le territoire où les espèces sont sensibles et à protéger. Et donc c'est au sein de ces zones ou en périphérie qu'on demande aux usagers de respecter certains bons réflexes pour limiter justement le dérangement de la faune sauvage. Donc nous principalement on interpelle les randonneurs. C'est notre rôle d'expliquer pourquoi on demande aux gens de rester sur les sentiers, quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur la faune pour que finalement les gens le respectent en ayant conscience de ce que ça implique pour le maintien des populations sauvages. Ce programme de protection de la nature a été mis en place en 2018 par le parc du Ballon des Vosges. C'est donc leur premier hiver de médiation. Présents jusqu'au mois d'avril, ils apportent informations et conseils sur 12 sites sensibles des Hauts-de-Vosges. On sensibilise sur 5 réflexes à avoir quand on se balade. Le premier, c'est donc de prévoir leur sortie, donc bien s'équiper, les cartes, regarder la météo et donc aussi les zones de quiétude. Ensuite, le deuxième, c'est donc d'éviter de sortir des sentiers, justement pour éviter de perturber la faune sauvage. Ensuite, éviter de faire trop de bruit, donc parler c'est normal, échanger c'est normal, mais éviter de crier ou mettre de la musique. On va demander aussi aux gens qui ont des chiens de tenir leur chien en laisse. Le dernier, c'est la période en fait. On demande aux gens de sortir pendant une certaine période dans la journée. Donc c'est de 9h, 10h à 16h, 17h. Donc c'est entre ces deux-là, pour justement éviter de perturber la faune qui elle sort plutôt tôt le matin et tard le soir. Les médiateurs interviennent principalement lors des week-ends et des congés scolaires où l'affluence est la plus forte. Même s'ils sont interpellés, les randonneurs semblent sensibles à la protection de l'environnement. C'est vraiment rester sur les sentiers, éviter d'aller dans des zones un peu plus sauvages pour pas déranger certains animaux. On marche là où c'est accessible, on ne va pas s'accrocher aux arbres, on ne va pas arracher la branchage, des choses comme ça. Lorsqu'on s'assoit, on regarde ce qu'on a sous les fesses. Les médiateurs observent deux faits récurrents non respectés. Les randonneurs quittent encore trop souvent les sentiers balisés et ne tiennent pas régulièrement leurs chiens en laisse. Un troisième axe est observé surtout en été, avec les déchets jetés en pleine nature. Ils font déjà partie des meilleurs apprentis de France et ils seront peut-être bientôt les meilleurs. Nous avons suivi les deux jeunes apprentis bouchers arrivés en tête de la finale régionale du concours Un des meilleurs apprentis de France. Organisé ce matin et cet après-midi au centre de formation des apprentis d'Échauffe, ce concours vise à mettre en avant les savoir-faire et les compétences. Adeline Piron. Du haut de leur 1 an et demi de formation, ils étaient un peu stressés, ces apprentis bouchers, ce matin. À l'issue des épreuves, 2 professionnels en herbe ont été sélectionnés pour participer à la finale nationale du concours, Un des meilleurs apprentis bouchers de France 2019. Une sélection orchestrée par 6 jurés. Les candidats nous appellent au fur et à mesure qu'ils évoluent pour qu'on puisse noter tout ce qu'ils ont fait. Et ensuite, très régulièrement, on se retrouve ensemble, les jurys, pour évaluer les différents points où on peut faire la différence entre les candidats. Désossage d'épaules de bœuf pour en extraire un roast beef, ainsi que désossage d'un collet de veau pour en faire un rôti et une blanquette. Présentation des pièces et décoration, le tout en 4 heures. Les apprentis avaient donc de quoi faire. Un travail vers l'excellence du métier qui a rassemblé 6 apprentis en quête de savoir-faire et de réussite. Accepter de se frotter à d'autres apprentis et surtout de s'entraîner, parce que là, ils se sont entraînés avec leurs formateurs, leurs maîtres d'apprentissage, pour maîtriser toutes les techniques pour le désossage, le parage, le ficelage. La boucherie, c'est à la fois une grande famille et une petite famille. Et pour ces jeunes, c'est effectivement un moyen de se faire connaître et reconnaître. Se faire connaître et reconnaître pour 2 d'entre eux, c'est déjà le cas. Emilien et Gabin représenteront le Grand Est à Rouen en avril prochain pour la finale. C'est une fierté. Ça fait des Jeux CRP Blanc, j'avais déjà fait mes preuves. Après, on a eu la qualification Lorraine. J'ai fait mes preuves, j'ai été premier. Puis là, c'est encore mieux. Puis sur le CV, ça fera tout de suite meilleure impression pour trouver du travail. J'y croyais pas trop. Pour moi, j'étais plus 3e que 2e. J'ai pas encore réalisé que je suis 2e, que je vais en national. On travaille de plus en plus dur pour essayer de faire quelque chose à Rouen, ramener une belle chose, une coupe.
Cette année s'annonce donc riche en émotions pour ces jeunes artisans, puisqu'ils passeront également leur CAP et certificat technique des métiers en mai et juin prochains. À l'initiative de l'Université de Strasbourg, un colloque franco-belge des pharmaciens a été organisé il y a quelques jours à la Maison de l'Alsace pour parler de la transformation du métier, mais aussi des besoins des patients. Un reportage de Nora Boiriois. Quel est le rôle du pharmacien dans la digitalisation des services? Quelles seront les nouvelles missions du pharmacien? Voilà quelques questions auxquelles les professionnels de santé ont tenté de répondre lors de ce colloque franco-belge organisé à la Maison de l'Alsace par l'Université de Strasbourg. On est en train de développer des activités protocolisées, donc qui ne peuvent pas se développer sans l'accord naturellement des médecins, et qui constatent que sur certains territoires, il existe des activités qui peuvent être complémentaires et permettant donc de la manière la plus harmonieuse de prendre en charge les patients selon des critères de distance, de délai, selon la situation. Mais le leadership naturellement reste un leadership médical. Pour favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes, les prestations du pharmacien devraient évoluer comme cela va être le cas en Alsace pour la vaccination contre la grippe. Mais le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France propose d'aller encore plus loin. Je pense que sur un certain nombre de problématiques, douleurs dentaires, où il faut attendre de pouvoir joindre un dentiste le lundi, il doit y avoir possibilité de pouvoir dispenser de façon sur un conseil protocolisé, y compris des médicaments qui habituellement sont sur ordonnance, de manière à faire le lien jusqu'à trouver le moment où on puisse rejoindre le médecin traitant ou ici le chirurgien dentiste. Cet accompagnement personnalisé et de proximité viendrait en complément des autres professionnels de santé pour fluidifier le parcours de soins. Ces changements d'activité devraient aussi se traduire par l'aménagement des officines pour passer d'un espace de vente à un véritable espace de santé. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. La fin du mois de février inspire beaucoup les internautes alsaciens. Vive protestation à Sélestat où la ville aurait l'intention de bloquer l'accès au centre-ville du 29 au 31 février. Les journalistes des DNA, eux, recherchent des gens nés le 29 février. C'est déjà plus sérieux. Un groupe de soutien à ces êtres oubliés 3 années sur 4 existe également sur Facebook. Mais mon préféré est cet appel à 3 jours sans alcool, les 29, 30 et 31 février prochains. Il met tout le monde d'accord. Merci beaucoup à Oliviane et merci beaucoup à Adam Ritz. On vous retrouve demain bien sûr pour le JT et on va accueillir bien sûr les invités de la deuxième partie de cette émission, Marine Zis avec qui on parlera sport notamment tout à l'heure, Chantal Cutajar et Marc Simon respectivement juristes à Strasbourg et policiers en Belgique. On va parler de ce colloque demain à Strasbourg juste après la météo de Célia, c'est tout de suite. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo de mardi. On regarde tout de suite ce que nous réserve le temps. Et c'est un grand soleil qui vous attend si vous êtes sur le nord du territoire, sur l'ensemble du Bas-Rhin ou encore sur le nord de la région du Bade-Wurtemberg. Quelques brumes et brouillards prévus par contre sur le sud du territoire transfrontalier, notamment du centre-sud de la région du Bade-Wurtemberg et sur l'ensemble du Haut-Rhin. Des températures plutôt basses en ce mardi matin, regardez, moins 1 degré prévu de Colmar à Mulhouse, 1 petit degré pour l'Eurométropole de Strasbourg, 2 degrés du côté de Wissembourg et jusqu'à 3 degrés. La maximale, cette fois, ce sera pour Saverne. L'après-midi, on dit au revoir aux brumes et brouillards qui laisseront place à un joli soleil. Et cette fois, du soleil prévu sur l'ensemble du territoire avec des températures nettement en hausse en après-midi. Comptez 17 degrés pour Wissembourg, 16 degrés du côté de Saverne ou encore de Strasbourg, 18 degrés pour l'ensemble de l'Alsace et jusqu'à 19 degrés du côté de Bâle. Un petit coup d'œil sur vos prévisions de mercredi et toujours un grand soleil rayonnant sur l'ensemble du territoire avec des températures très agréables toujours. 18 degrés, la maximale haute, ce sera pour mercredi après-midi sur l'ensemble de l'Alsace, jusqu'à 20 degrés du côté de Karlsruhe. Mardi, demain, donc nous serons le 26 février, nous fêterons les Nestors. Le soleil se lèvera à 7h17 pour se recoucher à 18h07. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable moment sur Alsace 20 et je vous retrouve très vite. Salut! Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe.
croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et retour en plateau, toujours en direct dans ce 24 heures en Alsace. Chantal Cutajar, Marc Simon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, alors Chantal Cutajar, les Strasbourgeois vous connaissent notamment comme adjointe au maire, vous êtes également juriste et vous êtes la fondatrice d'ailleurs du CEIFAC, le Collège européen des investigations financières et d'analyse financière criminelle. Marc Simon, vous êtes policier, vous, en Belgique. Vous vous retrouvez en fait à l'initiative de Chantal Cutajar. On réunit quoi demain plusieurs dizaines de personnes, juristes, magistrats, policiers de différents pays européens, pour lutter contre l'argent sale, pour faire simple. Quand on lutte contre le blanchiment d'argent, contre l'argent sale, qui est-ce qu'on a en face de soi en fait? Du crime organisé, des mafias, du terrorisme, c'est ça qu'on cible déjà? Absolument, c'est la lutte contre la criminalité organisée, les réseaux de criminalité organisée. L'objectif est à travers ces enquêtes financières, arriver à tracer les flux financiers pour pouvoir à la fois prouver l'infraction et aussi délimiter les réseaux de criminalité organisée. L'objectif de vos travaux, du coup, c'est former ces différents intervenants et surtout coordonner ces différents corps de métier, en fait. Alors, le Collège européen des investigations financières a une double fonction. C'est un organisme de formation des autorités de poursuite et de justice. Donc, nous mettons ensemble des policiers, des magistrats, des douaniers, des membres des cellules de renseignement financier pour travailler sur des cas concrets, identifier les obstacles et voir après comment pouvoir y apporter des solutions. Et ça, c'est le second volet, qui est le volet recherche du CEIFAC. Marc Simon, vous êtes policier donc, en Belgique, vous venez du coup à Strasbourg, justement précisément pour ce colloque. Vous dirigez l'unité centrale d'analyse criminelle opérationnelle. En Belgique, comme ailleurs, on ne peut plus travailler quand on affronte ce genre de réseau d'adversaires. On ne peut plus travailler chacun dans son coin. Il y a ce besoin d'échanger entre... C'est une nécessité absolue. Une nécessité absolue. D'ailleurs, le projet CEIFAC est une première dans le sens où on réunit vraiment tous les acteurs qui travaillent contre la criminalité organisée. Et l'analyse criminelle prend une place assez importante dans le sens où ce sont des techniques qui permettent de structurer, d'intégrer l'information, de l'exploiter, de les visualiser, d'énoncer toute une série d'hypothèses pour aider les magistrats, les enquêteurs dans leur travail. Et donc, en fait, on débute ces formations CEIFAC par l'acquisition de cette méthode qu'on voudrait bien que les magistrats, les enquêteurs, les douaniers, etc. utilisent. Pourquoi? Pour faciliter, évidemment, le travail de tous, faciliter, évidemment, l'échange des informations. Et c'est pour ça qu'on se dote d'outils informatiques quand même assez pointus, puisque le nombre de données que nous devons traiter augmente de manière exponentielle depuis 1990. Et donc, lorsqu'on travaille sur des dossiers très complexes, nationaux, internationaux, etc., bien évidemment, on est face à des milliers et des milliers de données, donc de comptes bancaires, de téléphonie, de transactions financières, etc. L'investigation financière, pardon, c'est sur ce terrain qu'elle se déroule. Il y a une petite partie terrain, mais c'est derrière un écran surtout. C'est quoi? C'est de l'échange de données, c'est de la traque de données bancaires? De toute façon, c'est la collaboration de tous. Donc, on a besoin des gens de terrain, ça c'est clair, des policiers de première ligne qui connaissent bien leurs clients. Et d'un autre côté, lorsqu'on a rassemblé toute l'information, parce que ça c'est un gros travail de collecte de l'information qui doit se faire selon un plan à réaliser. Et puis après, il faut exploiter tout cela et dans des délais les plus courts possibles pour éviter justement que des dossiers traînent trop longtemps et tombent sous la prescription. J'imagine que c'est un milieu qui bouge en permanence. On étudie certaines choses pour pouvoir les traiter. Et en fait, en même temps, les criminels se dotent d'autres outils. En fait, je dis souvent que les criminels s'adaptent, donc utilisent des contre-mesures, déploient de nouveaux modes opératoires. Donc il faut absolument, et ça c'est le rôle des analyses stratégiques aussi, de pouvoir en temps réel avoir une image de tous ces phénomènes criminels au travers des différentes typologies. On parlait du blanchiment, c'est très important de connaître les différentes typologies, c'est-à-dire de quelle manière ils procèdent pour blanchir l'argent, de telle sorte que les magistrats et les enquêteurs soient en connaissance de ces typologies et puissent travailler de manière la plus optimale possible en ayant ces informations à disposition. D'ailleurs, le CEIFAC a un site internet, une référothèque, qui est une bibliothèque virtuelle dans laquelle notre objectif est justement d'intégrer toutes ces informations pour les mettre à disposition de tous les magistrats, les enquêteurs, en tout cas de tous les acteurs qui travaillent dans ce domaine.
Chantal Cutajar, quels sont les obstacles qu'on rencontre? C'est uniquement de la mise en commun de données, c'est aller vite, ou on a des obstacles, je sais pas, de moyens humains, de moyens financiers, des obstacles politiques, de coopération des banques? Quels sont les freins que vous rencontrez? Les obstacles et les freins sont pluriels. Là, il y a tout d'abord, pour pouvoir conduire des investigations financières, il faut pouvoir accéder aux informations financières. Ça suppose que les États collectent cette information et puis la mettent à disposition des autorités de poursuite. Or, on est très loin du compte au sein de l'Union européenne. En France, par exemple, et puis c'est le cas d'ailleurs dans 15 autres États membres, mais seulement 15 sur les 28-27, il y a un fichier des comptes bancaires. Ça veut dire que lorsqu'on fait des investigations, eh bien, on peut s'adresser aux détenteurs du fichier de manière à avoir tous les comptes bancaires. Mais il n'y a que 6 États membres où l'accès à l'information est possible pour les autorités pour toutes les autorités de poursuite. Donc, si vous ne pouvez pas accéder à l'information financière, eh bien, l'investigation financière s'arrête net parce qu'il faut procéder à des réquisitions dans l'ensemble des établissements financiers et ça prend énormément de temps. Donc ça, c'est vraiment le premier obstacle. C'est la raison pour laquelle les auditeurs qui participent sont favorables à la création d'un fichier bancaire européen, une sorte de grosse banque de données qui pourrait être gérée à l'échelle d'Europol, par exemple, et qui... Où les enquêteurs de n'importe quel pays pourraient avoir accès à ces données. Mais cela se heurte évidemment à des difficultés d'ordre politique. Pour politique, justement, parenthèse, pour terminer plutôt, il y a des élections européennes bientôt. On parle beaucoup d'Europe, de ce que devrait être l'Europe. Vous, en fait, de la politique à côté, mais votre conviction, j'imagine, elle est faite. Enfin, genre, si l'Europe doit servir à quelque chose, c'est une des priorités. Enfin, voilà, typiquement le genre de choses où on a besoin impérativement de les uns des autres. On a besoin absolument d'avoir un espace judiciaire qui soit uniformisé. On a besoin d'une Europe de la justice. On en est encore loin. Et mon plus grand souhait, effectivement, c'est que cette question soit dans le débat judiciaire, que l'investigation financière devienne dans chacun des États membres le moyen de mieux lutter contre la criminalité organisée. On n'y arrivera pas autrement. Marc Simon, juste pour conclure, ça existe déjà en Belgique? De quelle manière on échange déjà avec les enquêteurs ou avec les magistrats d'autres pays? Ça existe déjà, ça? Ah oui, tout à fait. Bon, il y a quand même la collaboration internationale, l'entraide judiciaire, etc. Tout ça existe. Mais on rencontre effectivement des difficultés de différents ordres, linguistiques ou autres. Mais il y a aussi, surtout, très important au travail du projet CEFAC, c'est la collaboration au niveau de la connaissance. Et je dis souvent que la formation en elle-même est une chose, mais lorsque la formation est terminée, il faut continuer à entretenir ce réseau, parce que c'est un véritable réseau qu'on a constitué, avec lequel on garde des contacts très très étroits en matière d'échange d'informations sur nos formations respectives, sur, évidemment, dans le cadre de dossiers, donc d'échange de données opérationnels. On connaît les gens, on a confiance en ces personnes, puisqu'on a travaillé ensemble pendant plusieurs semaines. Et donc, ça facilite pas mal les choses. Et en plus, le constat, c'est que quand on écoute toutes ces personnes parler, eh bien, les problèmes sont identiques partout, dans tous les pays qui nous entourent. Et donc, effectivement, pour moi, comme pour Chantal, il n'y a que l'Europe qui pourra répondre à ce challenge. Et il faudrait renforcer des outils comme le sont déjà Europol, Eurojust, etc., pour justement nous permettre de travailler tous ensemble, main dans la main. Et quand je parle de l'Europe, on va même au-delà, puisqu'on accueille quand même des candidats qui viennent d'Ukraine, d'Estonie, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des pays avec lesquels on doit travailler quand même assez régulièrement. Et donc, ça facilite pas mal de choses. Par exemple, pour vous dire, il y a un mois, j'ai accueilli une délégation de 13 membres du pool national anticorruption de Kiev, parce qu'il y en avait un parmi eux qui avait suivi la formation en octobre. Pendant 5 jours, c'est un succès extraordinaire. Ils ont eu toutes les informations qu'ils voulaient avoir. Et maintenant, ils sont en train de mettre en place eux-mêmes une unité nationale d'analyse, comme chez moi. Voilà. Merci beaucoup Marc Simon, merci beaucoup Chantal Cutajar pour ces éclairages et bon colloque demain. Les travaux sont publics d'un mot? Absolument, les travaux sont publics, on tenait à cette transparence, à donner à voir qu'il y avait des policiers, des gendarmes, des magistrats qui étaient là vraiment à œuvrer pour lutter contre la criminalité organisée. Et le colloque a lieu au Nouveau Patio à l'Université de Strasbourg. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau ce soir. On va parler sport, évidemment, comme chaque lundi, juste après la pub avec Marine Zis. C'est juste après cette page de pub.
Et comme chaque lundi soir, on va parler sport, c'est évidemment avec Marine Zis et c'est Top Sport. Au programme ce soir du handball, ça s'est joué de peu pour plusieurs équipes alsaciennes. On fera un point aussi sur du hockey, la fin de saison approche. Et on parlera aussi badminton, on verra quelques photos insolites que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux. Et puis ce soir, on fait un focus sur du football féminin avec deux joueuses de l'ASP Vauban de Strasbourg. Yvonne Lecaux, bonsoir. Bonsoir. Et puis à vos côtés, Tiffany Sus. Bonsoir à toutes les deux. On fait un petit crochet par du sport masculin avant de revenir bien sûr sur le sport féminin, vous ne nous en voudrez pas. On commence par du hockey, Mathieu. Allez, on démarre par du hockey avec ça commence effectivement à sentir la fin de saison, fin du marathon de saison régulière, 44 matchs de championnat quand même pour Strasbourg et Mulhouse en Ligue Magnus avant les playoffs ou les playdowns pour les clubs alsaciens. En tout cas, avant dernière journée, c'était ce dimanche et c'est toujours compliqué pour Strasbourg. Regardez ces images qui recevaient Lyon, match important parce qu'en playdown on conserve les points de la saison régulière. Ça commence mal pour les Strasbourgeois. Lyon en bleu, blanc et rouge qui ouvre la marque. Les Lions de Lyon, c'est très original comme nom d'équipe. 1-0 à la fin du premier tiers et bientôt 2-0 sur ce joli lancer qui bat Sidor. On est au milieu du deuxième tiers-temps. Les affaires strasbourgeoises se corsent carrément avec ce troisième but. 3-0 pour Lyon. Là, ça sent vraiment le roussi et pourtant Strasbourg va revenir. Début du troisième tiers, grosse double supériorité numérique, 5 contre 3 et les Strasbourgeois reviennent immédiatement dans le match. Dans la minute qui suit, à 5 contre 4, le joli lancer au premier poteau signé Havlicek, 3-2 pour Lyon. Les Strasbourgeois ne sont qu'à un but et quelques minutes plus tard, la persévérance alsacienne va payer ses pots de vin qui égalisent 3 partout. On sent que les Strasbourgeois sont peut-être capables d'inverser complètement la tendance et d'empocher une très précieuse victoire. Ça sent le chaos des deux côtés et c'est Lyon en fait en fin de match sur ce lancer de Julien Correa, l'ancien Strasbourgeois qui marque le but vainqueur. 4-3 pour Lyon. Défaite problématique pour les Strasbourgeois au classement, un petit peu marqué. C'est un concurrent direct, vous le voyez au classement. Pas de play-off pour Mulhouse qui pouvait espérer, mais il n'y a pas eu d'exploit du côté de Rouen. Le leader Mulhouse qui s'incline, qui sera donc en play-down tout comme Strasbourg. Les 4 derniers, donc Lyon, Mulhouse, Strasbourg et Anglet joueront des playdowns à partir de début mars. Il y a une dernière journée de championnat demain mardi mais qui ne changera rien. Ces 4 clubs s'affronteront sous forme de match aller-retour en mini-championnat, mais on conserve les points de saison régulière. Les Strasbourgeois commenceront donc ces playdowns avec une dizaine de points de retard sur Anglet, le 11e, le dernier étant comme chaque année rétrogradé en première division marine. On écoute le coup dur pour les Strasbourgeois, un petit peu difficile à digérer le scénario de ce match, écoutez-le. C'est sûr que c'est un coup dur, mais on allait gagner 4-1 à Bordeaux il y a 2 jours. Ce soir, on fait 4-3 contre une équipe qui a fait un gros final fort comme nous à Bercy. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, il faut continuer comme ça et rien lâcher de toute façon jusqu'à la fin de la saison. Et on reste dans les sports de glace et d'hiver avec du bobsleigh. Vous le connaissez maintenant, Romain Heinrich, le bobber de l'équipe de France, était en piste ce week-end, Marine. Oui, alors il était d'abord sur le podium en Coupe du Monde la semaine dernière. Et puis là, ce week-end, ça s'est un petit peu moins bien passé pour lui. Regardez ces images. Ça se passait au Canada, à Calgary. Le pilote alsacien et son pousseur Dorian Otterville ont terminé 8e de la dernière épreuve de Coupe du Monde. Ce qui les place finalement à la 6e place du classement général en ayant quand même raté les 2 premières manches de la saison. Les deux bobbers qui tenteront de monter sur le podium lors des championnats du monde. Ça se passe cette semaine, toujours au Canada, mais à Whistler. Ça se passera en 2 manches, d'abord vendredi, puis samedi. On suivra ça évidemment, Romain Heinrich, sur le podium donc pour la première fois de sa carrière en Coupe du Monde, c'était il y a une dizaine de jours. On va parler football avec nos invités dans un instant, football féminin du côté de l'AS Pierre Vauban en 2e division. Chez les garçons et à l'étage du dessus, en Ligue 1, le Racing, pour mémoire, regardez, ça se passait vendredi soir à la Méno recevait Lille en jaune, dans un maillot qui fait mal aux yeux, 2e du championnat, toujours une grosse équipe. Strasbourg qui restait sur un petit match nul à Caen. La première mi-temps est plutôt lilloise et les Lillois qui ouvrent avec un petit peu de réussite la marque juste avant la pause sur ce but d'Iconé, le joli contrôle, la frappe touchée par Matsels, c'est le poteau rentrant. De l'autre côté, les Strasbourgeois qui vont faire une bien meilleure 2e mi-temps et revenir assez logiquement au score. La bonne inspiration d'Adrien Thomasson pour Anthony Gonçalves au milieu de la défense qui fusille Mike Maignan. 1 partout, score final pour les Alsaciens qui remontent d'une petite place au classement 8e. C'est toujours très serré dans ce premier tiers du classement. Les Strasbourgeois qui jouent cette semaine déplacement du côté de Nice ce dimanche à 15h, Marine. On continue, ça y est, foot féminin, on y vient avec vous deux, Yvonne Lecaux et Tiffany Sus. On va revenir, Mathieu, sur le match de ce week-end, vous y étiez ? J'étais au stade de Vauban effectivement ce dimanche après-midi, match très important contre un concurrent direct pour le maintien, le Mars
C'est intéressant, les Pierre-au-Vauban qui sont promus cette saison en D2. Il y a 2 clubs alsaciens en D2, hein, Vendenheim et les Pierre-au-Vauban. Regardez, ça se passait ce dimanche après-midi sous ce beau soleil. Et Vauban en jaune et noir, évidemment, qui a assez largement dominé le début de match et la première mi-temps avec pas mal d'occasions. Manon Heil, l'Alsacienne d'en face, enchaîne les parades. La réaction des Messines en bleu de l'autre côté. 0-0 à la pause. Ça se précise en deuxième période avec ce ballon expédié sur le poteau, mais ça se rapproche tout doucement pour les filles de Vauban qui vont finalement trouver la faille sur cette action, la défense un petit peu courte et Madeleine Roth qui va gagner son face-à-face avec Manon Heil. 1-0 à une vingtaine de minutes de la fin et le but du break dans la foulée, la petite louche par-dessus la défense pour Nadège Esso qui fixe la gardienne, qui dribble et qui va marquer dans le but vide. Victoire 2-0 pour l'AS Pierre-au-Vauban, de 3e victoire de la saison, victoire surtout très importante dans l'optique du maintien dans cette D2 où il y a plusieurs équipes qui descendent avec en plus un calendrier intéressant. Quand on est promu, on gagne souvent pas beaucoup de matchs dans une saison. Celle-là, elle était importante et forcément, elle fait du bien. Vous l'avez savouré. Oui, un match comme ça, c'est un match à 6 points comme on dit, parce qu'il met notre adversaire à 3 points de nous et il nous permet de gagner 3 points en plus. Donc la victoire était obligatoire et l'équipe a fait le nécessaire et nous sommes très contentes. C'est une victoire en plus obtenue quand on est promu. Parfois on a tendance à rester un peu derrière, à bétonner. Vous produisez du jeu, enfin j'ai vu en tout cas énormément d'occasions. Enfin, vous êtes une équipe qui va de l'avant, qui se pose pas beaucoup de questions. Le salut il passe par le jeu, Tiffany. Oui, on essaye surtout de produire du jeu parce que après rester derrière forcément ça nous comment dire. C'est pas votre jeu, quoi. Enfin, non, en tout cas, c'est pas notre jeu. On n'arrivera pas à défendre. Quoique, comme certaines équipes, on arrive à bien défendre. Mais après, forcément, il faut aussi attaquer parce que sans attaquer, on marque pas de but. Donc voilà. La suite du championnat, c'est des matchs contre des concurrents directs. C'est maintenant que le championnat va surtout se jouer. Dernière partie là, c'est comme ça qu'on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Il va falloir qu'on donne toutes nos armes. Et qu'on aille vraiment donner le meilleur de nous-mêmes, même encore plus, pour essayer de chercher. Justement, sur quoi est-ce qu'il faut appuyer pour aller chercher ces matchs? Il faut d'abord commencer le collectif, parce que le match il se joue à 11, mais derrière il y a un gros staff, il y a le banc de touche, il y a des bénévoles, et tout cela doit apporter les pieds à l'édifice pour qu'on puisse terminer la saison comme on l'a commencé. Certes, nous sommes les petits poussés, on ne nous attend pas. Et je pense que nous avons le moral pour aller chercher ce maintien et plus même. Quand vous dites petit poussé, c'est surtout vrai quand on regarde le nom des adversaires, hein, parce que en fait, dans votre groupe, il y a Marseille. Alors c'est l'OM, en fait, hein, c'est l'équipe adossée au club pro. Saint-Etienne, pareil. Grenoble, pareil, c'est le club pro. Nancy, pareil. Toulouse, pareil. La moitié des clubs, en fait, dans votre poule, sont adossés à des clubs professionnels de garçons. Qu'est-ce que ça change? C'est des filles, du coup, qui ont des conditions d'entraînement qui sont différentes. Peut-être qu'elles ont des conditions meilleures que les nôtres. Après, on n'a quand même pas à se plaindre au niveau de nos conditions. On a le président et tout le staff qui nous mettent dans les meilleures conditions pour réussir, justement pour faire face à ces gros clubs qui ont peut-être plus de moyens. Mais après, je pense qu'on est tous, une fois qu'on est sur le terrain, on est tous égaux. Quand on joue l'OM, ça fait quand même un peu bizarre quand on joue l'OM ou Saint-Etienne avec le même maillot, le même blason que chez les garçons. Au fait, pour moi, c'est juste le nom, quoi. Que ce soit l'OM, que ce soit Saint-Etienne, c'est juste le côté marketing qu'ils ont sur le terrain. Ça se ressent pas trop. Certes, on a perdu les matchs contre ces équipes, mais on a fait match nul par exemple contre Grenoble, on a fait match nul contre Marseille. Saint-Etienne, on a perdu chez elle également. Mais quand on voit, j'ai la chance d'avoir pu jouer dans différents clubs et à différents niveaux. Donc je ne pense pas que nous serons lésés. Je dirais même que nous sommes un peu gâtés, quoi. Parce que vu les conditions dans lesquelles on s'entraîne, l'entourage, tout ce qu'on met. Par exemple, quand j'ai joué en D1, la cryo, c'est pas tous les lundis, quoi. La cryothérapie, qui a... voir un club en D2 qui fait de la cryo pour la récup,
franchement... Ça montre aussi ça, la nouvelle place un petit peu que le football féminin est en train de se faire. Vous n'avez pas non plus, vous avez quoi, moins de 30 ans, hein, pas non plus un bagage. Mais enfin, vous voyez quand même ces conditions, cette considération qui s'améliore. Oui, pour preuve, la France organise la Coupe du Monde, donc je pense que la fédération met un peu plus de moyens. Le football qui est de plus en plus médiatisé, le football féminin qui est de plus en plus médiatisé avec des matchs retransmis en direct sur les chaînes Canal. Donc, quand je vois ce qu'on fait, je ne pense pas qu'il y a de cela 5-10 ans, on serait invité sur un plateau pour parler du foot féminin, quoi. Donc, ça montre que tout évolue et dans le bon sens, quoi. Vous le ressentez aussi au niveau des supporters? C'est quelque chose, un engouement qui grandit aussi? On vous suit plus ou pas forcément? Si, forcément. On voit d'année en année que de plus en plus de personnes se déplacent au stade et surtout s'intéressent au football féminin. Alors qu'avant, on disait football féminin, ça ne m'intéresse pas, je préfère aller voir un match de garçons. Alors que maintenant, par exemple, quand je vois par exemple ma famille qui se déplace par exemple jusqu'à Strasbourg maintenant pour voir des matchs de foot féminin, alors qu'ils pourraient rester près de chez eux pour regarder des matchs de garçons, je trouve que ça a quand même évolué d'année en année et je trouve que c'est bien. Il y a un déclic qui peut se faire, il y a la Coupe du Monde, comme dit, en France au mois de juin, en plus avec l'équipe de France qui a de belles chances de briller. Ça peut être un déclic en plus pour le football féminin. C'est quoi? C'est quand même 150 000 licenciés, je crois, maintenant, le football féminin en France. Enfin, c'est quand même quelque chose qui s'installe, qui prend de l'ampleur. Ça peut être un déclic supplémentaire, la Coupe du Monde? Je pense, oui, que ça peut être un déclic supplémentaire. Parce que forcément, si on voit du football féminin à la télé, les enfants vont dire « Ah, voilà, je veux aussi faire du foot et tout. » Donc forcément, oui, je pense que ça va vraiment faire un déclic. Vous ressentez, enfin, vous avez, j'imagine, pas joué avec les garçons, ou peut-être toutes jeunes, mais c'est pas le même foot en fait chez les garçons et chez les filles. Comment est-ce que vous voyez ça? Déjà, c'est le même sport, certes, c'est pas les mêmes acteurs. Donc je pense qu'au foot féminin, c'est un peu moins rude qu'au foot masculin, ça triche moins. Je confirme qu'il y a moins de fautes, que ça triche moins et que c'est du coup personnellement plus agréable à regarder. Ça, c'est mon avis. On y revient en tout cas dans un instant. On va parler handball, Marine. Ça se passait du côté de Schiltigheim ce vendredi soir. Oui, les Sables qui affrontaient Dijon, 4e du championnat. Les Sables qui étaient privés de ces deux demi-centres et ça s'est fait rapidement ressentir dès le début du match. 3-6 à la 11e, mais les Strasbourgeois ne se laissent pas distancer. Ils égalisent 7 partout à la 18e. Dijon reprend ensuite de l'air, 8-11. Les Sables manquent de réussite. Voilà, vous voyez, première transversale, la deuxième. Mais ça rentre ensuite avec une jolie roucoulette, vous la voyez là, juste avant la mi-temps, avec un écart de 3 buts, donc moins 3 pour les Sables. Les Strasbourgeois restent dedans et reviennent à un but, 13-14 à la 36e. Mais leur retard augmente ensuite à nouveau, 16-20 à la 46e. Et ils vont même jusqu'à un retard de moins 6 à la 55e. Dijon qui mène tout le long du match au score. Les Sables revient à 2 buts à la fin du match et même à moins 1 avec ce pénalty qui rentre, mais ça ne suffit pas. Défaite quand même 26-27, une défaite d'un point, un point comme la semaine dernière contre Célestat. Cette 10e défaite pour le premier Strasbourgeois, ça les place à la 12e place au classement. Ils affronteront Grenoble le week-end prochain, le premier relégable qui est juste devant eux d'un point. Match du coup important le week-end prochain. Écoutez justement les joueurs et l'entraîneur à l'issue du match. On a tout donné, ça c'est sûr. C'est pas sur ça que ça se joue, mais on fait beaucoup trop d'erreurs. On a beaucoup trop de déchets au niveau du shoot. On a encore loupé 3 pénaltys ce soir et on termine à moins 1 et ça fait la diff. C'est notre 4e match depuis la reprise. Une victoire à un but, un match nul, 2 défaites à un but. Voilà, ça se joue comme ça partout dans toutes les salles. Donc rien ne sera facile, mais il y a encore plein de points à prendre. Donc il faut qu'on continue, qu'on reste bien mobilisé sur notre objectif.
Allez, pas beaucoup plus de réussite du côté du badminton en top 12 pour la SPTT Strasbourg. Regardez, ça se passait également ce week-end. Le top 12, c'est les 12 meilleures équipes tout simplement en badminton en France. La SPTT Strasbourg est dans un groupe, Mulhouse dans l'autre. Retour sur le terrain de Sachina Vigne. Pas de réussite malheureusement pour elle après une longue absence. Elle a perdu ses 2 matchs. Le principe du top 12, 2 équipes s'affrontent. Il y a 8 matchs, 2 simples hommes, 2 simples dames, 2 doubles mixtes, un double homme, un double dame. Grosse empoignade notamment chez les filles. Aulnay en blanc, c'est quand même un gros morceau. C'est le leader invaincu de la poule, avec notamment au premier plan, vous l'avez aperçu, Marie Batomen, c'est elle la nouvelle championne de France. Ça a été compliqué du coup pour les Strasbourgeois, et pas seulement à cause du grand cri de victoire de la Parisienne. En tout cas, les doubles, comme souvent, ont été très spectaculaires et très accrochés à l'image de cet échange avec la paire strasbourgeoise Sharon Bauer et Valérie Atrachenkov. Gros duel qui s'est joué en 3-7, 19 partout dans la dernière manche, mais ça finit par tomber du côté d'Aulnay qui s'impose assez largement du coup à Strasbourg 7-1. Pas de play-off, même si c'est pas encore tout à fait fait, probablement pas de play-off pour les clubs alsaciens, ni Strasbourg ni Mulhouse cette année. On fera 100 et puis on regardera du côté de l'individuel. On enchaîne très vite parce qu'on est à la bourse. Ça s'appelle la crème des réseaux, c'est avec Marine. Je vous parlais à l'instant de Les Sables, les handballeurs qui ont perdu d'1 point. Célestat a aussi perdu d'1 point ce week-end. Il y en a d'autres pour qui ça a réussi, mais d'1 point donc en leur faveur. Ce sont des jeunes handballeurs de Célestat qui ont remporté le championnat méditerranéen avec l'équipe de France U17. Ils ont gagné donc d'1 point 28-27 contre le Monténégro. Donc voilà, ça leur a réussi. Une nouvelle recrue pour les pros de Les Sables, Marine. Oui, regardez cette photo que j'ai trouvée sur Instagram. Vous le connaissez, Pierre Hugerbert, avec, on le voit en petit, le maillot de Les Sables. Mais non, en fait, il est juste un partenaire plutôt du club. Tennis quand même. Il reste au tennis, je vous rassure. C'est peut-être mieux pour lui et pour tout le monde. Et puis, en parlant de lui, il a été décerné, on lui a remis la Coupe du sportif alsacien de l'année 2018. Voilà, c'était au stade de la Méno ce week-end. Tout à fait, attribué par l'UJSF, l'Union des journalistes sportifs de France. Renfort sérieux par contre et véridique celui-ci pour la SIG, Marine. Oui, David Andersen, vous l'avez peut-être déjà vu, c'était en 2014. Il fait 2m18, il a 38 ans et regardez, je suis allée du coup faire un petit tour sur son Instagram où il met des vidéos de lui où il tire à partir du milieu du terrain, il les rentre toutes, il a plusieurs vidéos comme ça qui s'enchaînent. Et puis une autre vidéo également sur son Instagram, il tire depuis une voiture, vous allez voir. Voilà, il est quasiment dos au panier, et puis il le marque, tout simplement. Dans celle-là, il l'a loupé, voilà. Mais dans les suivantes, je vous assure qu'il la marque. Je pense pas que Corénus, ce ne sera pas depuis une voiture. Sur le terrain, a priori. Une photo pour terminer, Marine. Oui, c'est une photo qui a été diffusée sur le Facebook du club d'Agno, avec comme intitulé, Mathilde a le regard tourné vers la demi-finale. Donc je trouvais ça sympa, le rapport entre la photo et l'intitulé. Les filles qui jouent la demi-finale du top 12 ce week-end. Pour ceux qui souhaitent aller le voir, ça se passe à l'espace Sébastien Loeb à Agno à partir de 15h30. C'est noté, nous y serons même probablement. Allez, on termine pour parler foot, mais côté coulisses, cette fois-ci, c'est dans le vestiaire. Alors les filles, on va commencer par une petite vidéo et puis on en parle après, regardez. Est-ce que, à votre niveau, je ne sais pas combien de fois vous entraînez par semaine, tous les jours vous entraînez ou combien de fois? Ça dépend de 4 à 6 fois. Est-ce qu'on a le temps encore un petit peu de s'amuser avec la balle de temps en temps comme on voyait là à l'instant? Pour ma part, c'est difficile d'enchaîner travail et football et encore trouver un petit peu de temps. Mais bon, on essaye quand même des fois au début d'entraînement de faire un petit peu des gestes. Mais ça reste rare. J'ai trouvé une photo de vous, Yvonne, sur Facebook. Regardez, c'est sur une tête. Voilà, vous faites une petite grimace, mais vous n'êtes pas la première, pas la dernière à faire une grimace sur une tête. Est-ce que c'est quelque chose qui fait mal ou c'est un réflexe de fermer les yeux? Non, un ballon comme ça, si on ferme les yeux, parfois on est ébloui ou on ne l'attend pas, ou peut-être le choc contre l'adversaire plus. Moins que le ballon, quoi. C'est pas le ballon qui nous fait fermer les yeux, mais parfois le duel qui vous amène à fermer les yeux. C'est un réflexe. Ouais. C'est l'instantané de la photo. Merci beaucoup, Marie. Et puis on parlera de cette Coupe du Monde parce que vous pourriez bien y être avec le Cameroun, j'imagine.
Oui. On aura l'occasion d'en reparler. Il faudra revenir parce qu'on n'a plus le temps. Merci beaucoup à toutes les deux. Bonne suite. Le prochain match, Toulouse, hein, ce week-end. Nous, on va parler gastronomie côté cuisine cette fois-ci avec Nicolas Riffel du côté de Sainte-Marie-aux-Mines. Je suis né le 15 novembre 1985 à Célestat. J'ai effectué mes études de cuisine en apprentissage au CFPA à Kirch et au lycée hôtelier Stork de Guebwiller. Je suis passé par les maisons Les Deux Clés à Lièvre et Jean-Frédéric Edel à Célestat avant d'intégrer un grand groupe de la restauration en Alsace. En 2018, je m'installe à Sainte-Marie-aux-Mines. Je suis Guillaume Ruche, l'atelier de Guillaume à Sainte-Marie-aux-Mines. Aujourd'hui, je cuisine avec Guillaume. Vous connaissez déjà sa petite bouille là. Il vient de terminer la saison chef à bord et tu as fini à la 3e place. Et aujourd'hui, on vient le voir. Alors, je te le dis tout de suite, même si j'ai un tablier, je ne vais pas cuisiner, d'accord? Je me protège, je te regarde, parce que tu es un artiste. Et pas que dans l'âme, vous allez voir une super recette avec nous. Et on va cuisiner quoi? De la truite du Val d'Orbais, du blanc de Münster, du fromage blanc d'Alsace, de l'huile d'olive maturée de Provence. De l'huile d'olive maturée? Oui. C'est quoi ça? Et pour faire simple, c'est une vendange tardive d'huile. On a l'impression de boire de la tapenade. Ouais, c'est ça. Donc, on prend un filet de truite du Val d'Orbais. Alors, j'ai fait un petit mélange d'épices, sel, épices maison, secrètes. On va le mettre au frigo pendant 12 heures. Là, on va faire une belote, on va boire des coups. Et là, au bout de 12 heures, on rince un petit peu pour enlever l'excédent de sel. Et là, on va passer à la garniture. Ouais. Donc, on va faire une mousse de crème d'Alsace, fromage blanc d'Alsace, avec des petits dés de Münster blanc. Là. Donc, on met la crème dans le batteur. Là, on laisse monter assez ferme. Bon, en attendant que ça monte, on va parler un petit peu de l'atelier de Guillaume. Oui. Ici, ça a été créé en quelle année? 2018. Donc l'idée générale, c'était quoi? Parce que toi, tu viens de la collectivité, on rappelle. Ouais, c'est ça. J'ai un parcours un peu atypique. Alors, j'ai fait quand même du traditionnel, de l'étoile Michelin. Et après, je suis parti en collectivité. Je travaille dans une grosse cuisine centrale d'un gros groupe. J'ai pu développer un petit peu une branche événementielle au sein de cette structure. Voilà, ça me plaisait. Et puis la collectivité, c'est bien pour le volume, on apprend bien à gérer. Depuis tout petit, je dis je veux avoir mon restaurant. Depuis l'âge de 8 ans, je veux faire cuisinier. Et je dis j'aurai un restaurant quand je serai grand. Pourtant, personne dans ma famille est issu de la restauration. Et puis, ça faisait 2-3 ans que ça me travaillait. Et puis, j'ai eu une opportunité, voilà. On a monté le projet. Alors moi, ce que je voulais faire, c'est l'activité principale, c'est traiteur événementiel, donc traiteur journalier, plus événementiel, mariage, team building, choses comme ça. À ça, on a greffé un restaurant. Du 1er janvier au 31 décembre, on mange que 2 fois la même recette. C'est vrai? Ouais. D'accord. Tout est déjà fait. En fonction des saisons, on a déjà une trame, donc ça c'est un peu le côté collectivité que j'ai gardé. Donc on a une capacité de 35 couverts, mais on arrive à faire 40, des fois 45 par service, donc dans une ambiance un peu sympa, moderne. On a voulu, parce que l'historique du Val d'Argent, c'est le textile, l'industrie. Donc moi j'avais à cœur, c'était de faire une ambiance industrielle dans la salle de resto pour rappeler le passé. C'est pas parce que c'est tendance, c'est parce qu'il y a une histoire. Alors, un petit ingrédient qu'on va rajouter aussi, c'est de l'ail noir. C'est un ail qui est cuit des heures et des heures et des heures dans de l'eau de mer. Il y a le côté aillé, mais c'est sucré. On pourrait dire que c'est un peu comme un petit peu le sucre d'un vinaigre balsamique. On va commencer à faire de fines tranches, des petites escalopes de truite marinées. On prend un papier sulfu, un rouleau à pâtisserie. On roule gentiment. On va aller voir notre mousse. On va rajouter du fromage blanc. On va rajouter un petit peu d'ail à l'intérieur. Là, j'ai un petit peu de persil plat. Alors, un petit peu de gélatine, vraiment léger pour que ça tienne. Là, on va le mettre un petit peu au frais pour que ça tire gentiment. Et après, on met dans une poche. On va faire une petite tuile. On va prendre de la farine, de l'eau, l'huile d'olive maturée. On fouette bien le tout. On va le mettre dans une petite pipette. On va gentiment garnir notre... voilà. On va rajouter les dés. Là, on y va gentiment. Après, faut pas hésiter à serrer les bouts. On la remet au frais, une petite heure, à l'endroit le plus froid du frigo. Notre cambava. On va lever les tout petits suprêmes qu'on va poser dessus. Ça ne nous laisse pas grand chose. En fait, ça fait un peu comme des billes de citron caviar, on va dire ça. Quelques dés de Münster. L'ail noir, quelques germes de radis. Voilà, un petit peu à droite à gauche. Un petit peu d'huile cambava. On va pas oublier notre tuile. Très joli.
Alors On va goûter. On va manger. Et surtout, ne soyez